AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre le sexisme, c'est au programme de la force de l'engagement aujourd'hui. On va en parler dans quelques minutes avec votre invitée Sylvie Pierre Brossolette qui nous fait le plaisir de revenir sur Sud Radio, présidente du Haut Conseil à l'égalité. C'est une cause importante et qui vous a toujours tenu à cœur, Muriel. Absolument. Donc aujourd'hui, nous nous engageons contre le sexisme. Vendredi prochain, ça ne vous aura pas échappé, ce sera la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, soutenue par les Nations Unies. C'est la 23e édition de cette journée et 23 ans après sa création, elle conserve toute son utilité sur les questions des inégalités entre les femmes et les hommes et plus particulièrement sur les sujets de violence et de sexisme que subissent près d'une femme sur 3 dans le monde. En mars 2022, le Haut Conseil à l'égalité, sous la présidence de Sylvie Pierre Brossolette, a publié son rapport annuel sur l'état du sexisme en France. Ce rapport est très intéressant à bien des égards. D'abord parce qu'il objective de façon globale toutes les représentations du sexisme en France, qu'il aborde des expériences concrètes des femmes et des hommes face à ce phénomène, mais aussi parce qu'il identifie les décalages entre le vécu et les perceptions, et ça c'est une vraie nouveauté. Ces décalages révèlent la difficulté, l'incapacité à déceler, à nommer, à identifier le sexisme, notamment lorsqu'il se manifeste au quotidien. Un Français sur 2 estime qu'un homme qui coupe la parole à une femme n'est pas dans une situation sexiste. 42% de nos concitoyens considèrent qu'un homme qui commente la tenue vestimentaire d'une femme n'est pas forcément dans une situation sexiste. Seul un Français sur 2 reconnaît les féminicides comme meurtre singulier d'une femme de par sa condition de femme. Et un homme qui gifle sa conjointe n'est perçu comme un acte sexiste que par 56% des 18-24 ans. Ces faits, considérés comme anodins, ambivalents, bienveillants parfois, construisent un terrain fertile au passage à l'acte et à l'acceptation même du sexisme. Et ce qui est peut-être le plus surprenant dans ce rapport, c'est ce chiffre impressionnant de 86% de femmes qui ont mis en place des stratégies individuelles d'évitement. Une femme sur 2 en France en 2022 renonce à s'habiller comme elle le souhaite par crainte des regards et des commentaires, renonce à sortir ou à avoir des activités seules. Près de 30% de femmes déclarent ne pas prendre seules les transports en commun, faire attention à ne pas parler trop fort ou à censurer leurs propos, renoncer à se rendre dans un lieu ou à rejoindre un groupe de personnes majoritairement composé d'hommes. 9 femmes sur 10 qui expriment cette charge mentale d'anticipation d'actes et de propos sexistes dans leur vie quotidienne. Sérieusement, en France, en 2022, répondre et résoudre ces situations, mobiliser l'opinion publique sur ces enjeux devient crucial pour les femmes, pour les jeunes femmes, pour la société tout entière. Et ce n'est pas insurmontable, car 77% de nos concitoyens considèrent que la prévention et la lutte contre le sexisme sont des sujets importants et ils attendent que ce soit un sujet prioritaire des pouvoirs publics. Le changement est possible, chacun de nous a un rôle à jouer, individuel et collectif, pour conforter l'évolution qui doit s'opérer sur l'égalité des sexes. Et pour en parler, on accueille votre invitée Sylvie Pierre Brossolette. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité. Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Alors, chère Sylvie Pierre Brossolette, bonjour d'être avec nous ce matin. En janvier 2022, vous avez été nommée par la ministre Elisabeth Moreno à la présidence du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Avant de revenir sur l'émission du Haut Conseil, ce qui m'intéresse, c'est votre vision sur l'avancée des droits des femmes. Qu'en est-il d'après vous aujourd'hui ? Après avoir écouté votre excellent édito qui résumait très bien la situation, je dois dire qu'il y a de quoi être heureux d'un côté que la France soit un des pays les plus avancés en termes de droits, d'égalité entre les femmes et les hommes, mais malheureusement, il faut regretter qu'il y ait encore un énorme écart entre le droit et les pratiques. Vous l'avez dit, les femmes sont encore beaucoup victimes de sexisme. Les violences, malheureusement, se maintiennent ou s'aggravent. L'égalité salariale n'est toujours pas atteinte. Il y a quand même dans ce pays des risques sur les grandes avancées qu'ont constitué, par exemple, l'avortement. On sait très bien qu'il y a des menaces si une nouvelle majorité hostile passait sur cette grande conquête et ce droit. Le Sénat a encore refusé de le constitutionnaliser.
Donc, à la fois, on peut être satisfait d'un point de vue juridique, mais il reste un énorme chantier pour faire que cet acquis formidable sur le plan du droit, que beaucoup de pays pourraient nous envier, dans la vie réelle, et conquérir l'égalité en pratique. Oui, je suis d'accord avec vous, cette dichotomie est encore beaucoup trop importante. Alors, on vient de vivre les 5 ans de MeToo. Il y a eu un acte 1 que tout le monde a relevé, la libération de la parole, surtout une meilleure écoute. Y a-t-il un acte 2 à mettre en place pour vous ? Oui, on a tenté de le faire avec le Grenelle, mais je pense que la réponse est tout de même insuffisante. Il faut savoir mettre le paquet sur un sujet pareil. Et au-delà de ce qui a pu être bougé sur le plan réglementaire et qui ne coûtait pas trop cher, les aspects les plus difficiles à aborder et qui coûtent beaucoup d'argent, là, restent un peu en jachère. Je pense à toute la prévention autour des hommes violents, qu'il faut pouvoir éloigner ou éloigner sa famille. Ça coûte cher en logement. Il faut pouvoir former les policiers, les gendarmes à ce genre de violence. Ils n'y sont pas habitués et depuis des décennies, ils ont traité ça vraiment par-dessus la jambe. On a fait des progrès sur cette formation. On fait des notamment. progrès, mais ils ne sont pas encore totalement formés. Il n'y a pas encore dans chaque commissariat une personne dédiée à ce problème particulier. Une femme traumatisée qui arrive et terrifiée par un conjoint violent doit être accueillie avec encore beaucoup plus d'égards que quelqu'un qui vient signaler un vol. Ça, c'est une certitude. Oui. Et cette personne doit être écoutée et crue. De la même manière dans un commissariat que dans une cour de justice. Et encore beaucoup trop de magistrats et de forces de l'ordre ne sont pas assez à l'écoute et ne comprennent pas ce que peut être un phénomène d'emprise, ce que peut être une femme qui est un peu incohérente sous le choc de violence. Et donc, les procédures souvent finissent par des classements, des relax, faute de preuves, faute de cohérence, faute quelquefois d'enquête, et ça décourage beaucoup ces femmes à qui on a conseillé et qui ont pris la parole avec MeToo. Ça risque de les décourager de continuer à porter plainte, quand on sait que 80% des plaintes sont finalement classées pour des raisons diverses, pas toutes sans raison. Il y a des raisons juridiques, mais il faudrait quand même s'attaquer aussi au droit et prendre en compte la spécificité des violences faites aux femmes. Le même droit ne peut pas exactement s'appliquer aux violences comme un simple vol. Alors, on va parler un petit peu de vous. Vous avez démarré votre carrière comme chargé de mission pour les relations presse au cabinet de Françoise Giroud, ministre de la Condition féminine. Vous l'avez suivi au ministère de la Culture. Ensuite, s'ensuit un formidable parcours de rédactrice en chef politique à l'Express, au Figaro et au Point. Françoise Giroud, c'était comment de travailler avec elle, de travailler avec cette figure féminine qui a été la première à lancer d'ailleurs les 100 mesures en faveur des femmes? C'était fantastique. Moi, j'étais toute jeune, je sortais de Sciences Po, j'avais 20 ans, je m'apprêtais à préparer l'ENA sans trop d'imagination. Puis j'ai eu cette occasion, on m'a proposé d'entrer à son cabinet comme petite main. Et je dois dire que j'ai eu la chance, elle a été fantastique avec moi, elle m'a pris sous son aile et elle m'a tout fait faire avec elle, donc ses voyages, les réunions, les déjeuners. Ça a été, j'ai appris beaucoup plus de choses en 3 ans à ses côtés, je crois que je n'aurais appris à l'ENA. Enfin bon, ça reste à voir. Et surtout, elle m'a inoculé le féminisme, c'était extraordinaire. Elle était un exemple vivant de ce que pouvait être une femme indépendante. Elle avait créé un journal, elle avait créé l'Express, elle les avait dirigés, elle avait dirigé des équipes d'hommes. Quand Jean-Jacques Savant-Schreiber était parti faire son devoir en Algérie, elle a dirigé toute seule l'Express dans un temps très difficile où on plastiquait à gogo. Enfin, elle était une femme formidable avec son charme et son talent en plus. Et donc, pour moi, ça a été une grande expérience. J'ai appris énormément de choses. Et son féminisme ne m'a plus quitté. Et j'ai essayé de l'appliquer et de survivre avec tout au long de ma carrière de journaliste, qui n'était pas facile parce que j'étais journaliste politique. Donc, le journalisme, c'était macho. La politique, c'était macho. Donc, il a fallu faire son chemin. Alors, j'espère que le comité n'est pas macho, que le Haut Conseil n'est pas macho. Alors, c'est une instance consultative indépendante. Quelle est l'étendue de sa mission aujourd'hui ? C'est le seul organisme placé auprès du gouvernement qui a la mission de
faire des propositions, faire remonter des informations, être une espèce de vigie de la société civile en France, et puis avoir une liberté de parole que n'ont pas toujours les ministres, parce que nous sommes libres, nous n'avons pas d'électeurs à qui rendre des comptes, sauf à tous les électeurs, pour justifier notre présence et notre utilité. Et notre présence et notre utilité, c'est de dire des choses vraies, des choses utiles, dire tout ce qui ne va pas et comment on peut progresser, donc avec des propositions clés en main. Un pouvoir de soft power, de l'influence, du plaidoyer? Oui, c'est évidemment de l'influence. Nous n'avons aucun pouvoir de décision, sauf de décider quel sujet on va traiter et quelles propositions nous voulons préconiser. Ça ne plaît pas toujours. Nous disons par exemple qu'il faut plus de budget pour les femmes, nous le martelons. Nous disons par exemple aussi qu'il faut l'éga-conditionnalité, c'est une grande idée, c'est-à-dire arrêter de donner de l'argent public sans qu'il y ait une contrepartie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Encore cette année, on va distribuer 22 milliards de subventions aux entreprises, à des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale. C'est quand même un comble. La loi date de 1972. Il faudrait quand même commencer par l'appliquer avant de subventionner. Toujours 14% de différence salariale entre les femmes et les hommes. C'est même 15,5% si mes chiffres sont exacts. On y trouve des commissions thématiques présidées par des femmes et des hommes dans ce Haut Conseil. C'est important, cette dualité dans les commissions? Oui, c'était mon choix. Jusqu'ici, c'était plutôt des femmes qui dirigeaient ces commissions. L'organisme lui-même est paritaire. L'État nomme autant de membres hommes que de membres femmes. Mais j'ai pensé qu'il fallait poursuivre la logique jusqu'au bout. Et donc, chaque commission est dirigée par un homme et une femme qui ont des profils complémentaires. Il y a aussi, il faut le rappeler, au HCE, auquel il a été rattaché, la formation qui est issue du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle et qui maintenant travaille avec nous. Donc nous sommes une grosse masse de personnes représentant la société civile, la société professionnelle et beaucoup de personnalités qualifiées de grand intérêt. Nous sommes plus d'une centaine. Et donc tous ces cerveaux remarquables sont là pour être au service de l'égalité et donc de faire des propositions que nous espérons soient reprises. Alors le temps passe très vite avec vous, Sylvie. On va juste, je parle vite pourtant. On va juste faire un petit point sur l'éducation des jeunes, parce que le dernier rapport sur la pornographie est édifiant. Donc les jeunes, c'est fondamental, c'est majeur. Bien sûr, mais c'est là où il faut commencer, parce que les stéréotypes, ça commence dès la maternelle, ou même dès les bras de la mère. Et donc, il faut absolument combattre les stéréotypes dès l'école, puis faire ce qui est prévu par la loi depuis 20 ans, l'éducation sexuelle, l'éducation au consentement. On voit qu'il y a un taux de violence chez les jeunes gens beaucoup plus élevé que chez leurs aînés, sans doute parce qu'ils sont biberonnés aux réseaux sociaux, au porno, et que c'est leur seule source d'information, et ça devient la norme. Des rapports violents entre les gens, entre les sexes, et du coup, même les filles commencent à finir par trouver ça normal, puis elles ont l'air un peu de ringardes si elles refusent de se soumettre à des actes violents. Et donc, il faut absolument remédier à ça. Il y a deux manières, donc l'éducation et le contrôle du numérique, parce que autant, je l'ai connu au CSA pendant 6 ans, on est arrivé à réussir à contrôler l'audiovisuel et que les images des femmes soient maintenant correctes, il faudrait qu'il y ait la même chose sur le numérique. Ok, on fera une émission spéciale sur la pornographie. Vous reviendrez nous voir pour cela. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette intervention ce matin, cette conversation édifiante et très intéressante. Et pas d'engagement, effectivement, sans culture, Muriel Réus. Alors on va parler de She Said. Ce film, les associations et toutes les victimes de violences sexuelles l'attendent. Réalisé par Maria Schrader, produit par les Oscarisés Deb Garner et Jeremy Kleiner, avec Brad Pitt en production déléguée, She Said, c'est un véritable hommage aux journalistes d'investigation. Ce que montre ce film, c'est l'incroyable détermination, l'âpreté des recherches, l'engagement, la persévérance sans faille de 2 journalistes du New York Times, Jodie Cantor et Megan Towie, soutenus par leur rédactrice en chef, Rebecca Corwett. Pour briser des décennies de silence, pour ouvrir le débat sur les agressions sexuelles et dénoncer publiquement un système qui permettait à un prédateur tout-puissant, Harvey Weinstein, d'utiliser son pouvoir pour harceler et forcer des femmes à lui octroyer des faveurs sexuelles en toute impunité. Ce que souligne aussi She Said, c'est la difficulté à parler, le courage et la résilience qu'il convient de trouver pour dénoncer les abus, les violences, les agressions dans le contexte d'intimidation, de menaces, de fermeture d'accès aux contrats de l'industrie du cinéma,
que Weinstein et son entourage avaient mis en place et qui perduraient depuis plus de 30 ans. 3221 mots bien pesés, un article qui va bouleverser la société américaine sur les scandales sexuels et qui va, tel un tsunami, avoir des retentissements dans le monde entier. Allez voir ce film exigeant, honnête, sincère, il est formidablement réalisé et interprété et il dépasse aussi très largement le cadre d'Hollywood et de l'agresseur. C'est la prise de conscience d'un sujet qui touche la vie de millions de personnes et particulièrement de femmes dans le monde entier. She Said, distribué par Universal au cinéma le 23 novembre. Et le rendez-vous a pris. Merci beaucoup Muriel Réus. Merci à nouveau Sylvie-Pierre Brossolette. Un plaisir, merci à vous. À n'en pas douter, reviendra sur Sud Radio pour faire un état des lieux sur cette lutte qui importe énormément. Je rappelle que vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité. Muriel Réus, à dimanche prochain. Merci Jean-Marie. Merci Sylvie. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.